Ah là 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 là. Être protéiforme. Vaste question que de l'être ou de ne pas l'être. Mais tout d'abord, que signifie donc être protéiforme ? Eh bien cela signifie savoir adopter une bonne forme organisationnelle et en changer si nécessaire. Mais alors, que choisir entre le parti, le syndicat, le cercle de réflexion, le soviet et le comité d'entreprise ? Eh bien, tout dépend de la situation, ainsi que des avantages et inconvénients de chaque forme. Nous allons donc ici nous intéresser à ces derniers. Pour commencer, un parti est moins exigeant en degré d'auto-organisation des masses, comparé à d'autres formes plus axées sur la démocratie directe. Il permet aussi plus facilement de gagner de grandes tribunes, via notamment la participation aux élections et aux grands médias de masse. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où il s'agit de ses objectifs principaux, notamment et surtout les élections. La victoire aux élections, bien entendu. De par sa centralisation, le parti dispose aussi d'un potentiel de massification correct, ainsi que d'une capacité d'unité d'action à grande échelle assez importante. Ce regroupement et cette massification favorisent alors le fait de faire bloc. En revanche, tout cela ne va cependant pas sans quelques désavantages. Premièrement, plus le parti est centralisé, plus il est vulnérable au risque de bureaucratisation. Il faut alors être intransigeant sur la méthode organisationnelle. Il a certes la possibilité de se massifier, mais il est aussi dépendant de cette massification, donc dépendant de ses effectifs. Et comme il est vraiment difficile d'attirer de nouveaux membres en cas de recul des luttes, il vaut alors mieux préserver ce qui peut encore l'être avant de chercher à tout prix à fonder un nouveau parti. Enfin, ses bonnes capacités concernant la participation aux institutions, aux médias et aux élections notamment, se payent au prix d'une forte tendance à l'intégration à l'appareil d'État bourgeois, ce qui peut mener vers du réformisme, voire même du conservatisme. La forme parti semble donc plus propice pour les organisations de masse en situation de stagnation ou réformiste, lorsque l'auto-organisation des masses reste plutôt faible et où il est nécessaire de gagner en visibilité par la participation à la vie politique. Mettons cependant surtout l'accent sur la situation réformiste parce qu'on y constate généralement une radicalisation légère sans auto-organisation massive, ce qui maximise alors les chances d'ancrage d'un parti. Sa simplicité à faire bloc nous aide enfin à tenir en cas de situation réactionnaire face à la répression, même si cela nécessite cependant qu'il soit déjà devenu massif en amont. De son côté, le syndicat permet de réunir et d'organiser entre eux les différents travailleurs des différentes entreprises par-delà ces dernières. En réunissant autant de travailleurs, il permet alors de réaliser une union large de ces derniers. Il s'agit donc de la forme au plus haut potentiel massificateur. Via la réunion en masse des travailleurs, il donne alors un reflet plus net du niveau de conscience de classe de ces derniers qu'un parti, par exemple. Et vu qu'il s'agit d'une forme organisationnelle liée au lieu de travail, elle est alors par là même liée à ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Le syndicat est donc davantage lié aux conditions socio-matérielles d'existence des prolos qu'un parti, par exemple. Cependant, s'il permet une massification forte, il en est aussi hautement dépendant pour avoir une quelconque influence sur le réel. Ensuite, ses fortes capacités de massification et son ancrage parmi les luttes du quotidien se payent toutefois au prix d'une tendance au réformisme. De plus, il tend avec sa massification à s'intégrer quelque peu à l'appareil d'État bourgeois, donc à adopter des conceptions réformistes, ainsi qu'un fonctionnement quelque peu bureaucratique. Notons toutefois que ces problèmes de conception réformiste et de fonctionnement bureaucratique peuvent disparaître en situation révolutionnaire, dans la mesure où les directions quelque peu ossifiées pourraient alors se faire dépasser par la base prolétarienne de leurs organisations de masse. Le syndicat semble donc être la forme la plus adaptée pour mener les luttes de terrain au quotidien, tout en ayant en revanche un potentiel d'adaptation aux situations révolutionnaires. La forme organisationnelle suivante, le cercle de réflexion, est idéal pour réfléchir.
pour théoriser tranquillement sans la pression des enjeux politiques du moment, donc pour préparer l'avenir. Pour théoriser, nul besoin d'être nombreux. Ainsi, le cercle de réflexion n'a-t-il pas besoin d'être une organisation de masse et est peu dépendant de ses effectifs. À tel point qu'un solo est même possible. C'est par exemple ce que je fais actuellement. Je tiens un cercle de réflexion en solitaire. En étant restreint, il limite aussi les risques de bureaucratisation et est adapté aux situations nécessitant une forte discrétion. Sa capacité à ne pas se bureaucratiser, à ne pas s'intégrer à l'appareil d'État bourgeois et à rester quelque peu restreint, lui permettent enfin d'induire peu de déterminisme sur les réflexions théoriques qui s'y déroulent. Cela fait vraiment beaucoup d'avantages, me diriez-vous. Oui, effectivement. Mais cela ne va pas sans un défaut majeur, à savoir le fait qu'il n'a absolument aucun impact direct sur les luttes, c'est-à-dire littéralement pas de main. Il reste cependant possible d'en créer lors d'absolument toutes les situations, y compris les moins favorables. Il n'en va en revanche pas de même concernant les deux formes organisationnelles suivantes, à savoir le comité d'entreprise et le soviet, qui désignent des formes auto-organisationnelles basées sur la démocratie directe, respectivement en entreprise et sur le plan administratif. Leur formation sous forme de petits collectifs décentralisés leur permet de ne pas connaître les phénomènes d'abrutissement des foules, donc d'être rapides, versatiles et intelligents. Les grandes répressions centralisées, pleines de lourdeur bureaucratique, sont alors prises de vitesse. Outre que le haut niveau d'auto-organisation des masses qui les caractérise les rapproche du communisme réalisé, leur décentralisation ainsi que leur formation en démocratie directe leur permet d'être plus proches de la base, donc d'être peu vulnérables aux phénomènes de bureaucratisation. Cependant, ce niveau de décentralisation gêne les luttes de masse au quotidien en divisant les groupes de prolos. Ensuite, le niveau d'auto-organisation nécessaire à ces formations n'est présent qu'en situation révolutionnaire, ce qui semble les cantonner à ces dernières. Enfin, des conditions socio-matérielles défavorables peuvent transformer la démocratie directe en tyrannie de la majorité. C'est cependant moins évident au niveau local, où les liens sociaux sont plus forts, et cela reste après tout moins pire qu'une tyrannie bureaucratique de la minorité. Ainsi, le soviet et le comité d'entreprise semblent strictement et uniquement adaptés aux situations révolutionnaires. D'une manière générale, si l'on remarque qu'une organisation a rempli sa mission, est minée par des conflits internes, est en perte d'effectifs, subit une sorte d'ossification théorique, se bureaucratise et se déconnecte des luttes, alors il faut accepter de la dissoudre. Il est de même inutile ainsi que contre-productif de créer une organisation révolutionnaire en plein reflux des luttes, parce qu'alors tout ce qu'on obtiendra ne sera juste qu'une vulgaire secte de plus. Qu'on se le dise, personne n'est au-dessus des dynamiques sociales. Tout groupe qui persiste à croire le contraire finit nécessairement par se faire pénétrer, par reproduire les défauts de la société qu'il prétend combattre. Nous ne devons ensuite pas fétichiser la légalité, parce que si celle-ci est souvent nécessaire au cours des situations usuelles pour se massifier, l'illégalité peut en revanche l'être au cours des situations explosives. Ce que je dis ici n'est pas que les lois n'ont absolument aucune importance, mais qu'elles restent marquées par la société dans le cadre de laquelle elles ont été créées. Vu que notre société actuelle est bourgeoise, notre droit le sera alors aussi. D'où le fait que refuser toute illégalité, même lors des situations explosives, peut conduire à la sociale traîtrise. En conclusion, nous pouvons dire que la polyvalence ainsi que la versatilité vis-à-vis des moyens de lutte sont nécessaires pour éviter la défaite. Même si cela suppose de ne pas employer des moyens contradictoires avec nos objectifs finaux, auquel cas nous risquerions de devenir ce que l'on combat. Il est vrai que je n'ai pas parlé ici de cette fameuse bonne méthode organisationnelle qui nous soulagerait de plein de pépins, mais c'est parce que cela est de toute manière prévu pour plus tard.